少女はお茶会に遅れないよ。もう何日も眠ることができない。いや、寝れないでいる。寝たらダメだ。寝たら死ぬ。Les histoires d'évasion ont toujours fasciné le public en Occident comme en Asie. Le succès d'œuvres comme The Shawshank Redemption ou Escape from Alcatraz ont bien sûr conforté l'opinion dans la juste légitimité de tout un chacun à chercher à s'évader. Considéré dans l'inconscient collectif comme une rédemption par l'effort et souvent le triomphe de la liberté et de la volonté, c'est un des rares cas d'étude où le spectateur-lecteur peut prendre parti pour le pire criminel si celui-ci se montre suffisamment ingénieux pour se faire la belle. Lorsque j'ai eu l'occasion de visiter l'ancienne prison d'Alcatraz à plusieurs reprises, je me suis vite rendu compte que ce qui fascinait le plus les groupes de touristes, en plus de la cellule supposée de Capone, était le récit par un ancien gardien de l'évasion de Maurice et des frères Anglin en 1962. Et lorsque ce guide laissait supposer que les trois comparses, après leur belle spectaculaire, s'étaient sans doute noyés dans la baie, le murmure général était sceptique, espérant inconsciemment que le trio de crapules s'en soit tiré. Si je vous disais que ce sentiment presque romantique était partagé par tous les peuples de la planète, c'est parce que j'ai pu constater le même phénomène étrange lors d'une visite très loin de San Francisco. À l'été 2004, alors que je passais un séjour d'affaires à Hokkaido, l'île la plus au nord du Japon, j'ai décidé d'aller visiter le pays Ainu et l'extrême limite septentrionale de l'archipel. Sur les conseils d'une amie originaire de la région, je m'embarquai dans la visite de la préfecture d'Okhotsk, nom russe qui peut paraître étrange mais qui tire son nom de la mer qui l'aborde. Cet endroit d'une beauté sauvage absolument sans égale, mais aussi et surtout au climat presque sibérien, cachait en son sein une histoire et un passé dont je ne connaissais rien et qui, je dois l'avouer, a contribué à ma passion pour la chronique judiciaire. C'est en visitant Abashiri, la plus grande ville de cette région, que j'ai décidé d'aller faire un tour dans une des rares attractions de l'endroit, l'ancienne prison impériale. L'endroit d'une rare austérité fut construit en 1890 sur ordre de l'empereur Meiji, soucieux de trouver un endroit reculé et glacial pour y enfermer les opposants politiques et les criminels les plus retors. Ces cellules étroites et ces dortoirs sans vitres, dans cette région où la température est souvent en dessous de -20, sentaient encore la souffrance et la mort, et les mannequins enchaînés me donnaient des frissons. Mais au milieu de la visite, en visitant le couloir de l'isolement, je remarquai un mannequin beaucoup plus sympathique que les autres. Celui d'un homme presque nu, vêtu d'un seul pagne blanc et escaladant la structure métallique qui surplombait le sinistre couloir. Interrogeant notre guide sur cet étrange acrobate, elle fut très surprise que je ne le connaisse pas et pensait même que, comme tous les visiteurs avec moi, je venais juste pour le voir. Depuis, cet homme et son histoire, je la connais bien, celle d'un homme condamné à mort, puis gracié, évadé 4 fois des prisons les plus dures du Japon, condamné plusieurs fois à perpétuité et mort de sa belle mort dans son lit, en liberté. Laissez-moi vous raconter l'histoire vraie et incroyable de Shiratori Yoshie, trompe la mort et roi de l'évasion. Shiratori Yoshie est né le 31 juillet 1907 à Tsutsui, dans la préfecture d'Aomori, au nord du Japon. Fils d'un père pêcheur et d'une mère poissonnière, il ne connaîtra pas longtemps sa ville natale et la douceur de vivre du petit port. Emporté par ce qui semble être une cirrhose du foie, son père alcoolique chronique meurt en 1910, laissant le petit Yoshie, son petit frère nouveau-né, sa grande sœur de 6 ans et sa mère, sans ressources et très vite sans toit. Expulsée de la maison du patron pêcheur qui employait son défunt mari, la mère trouva une place d'employé agricole près de la ville d'Akita, louant une remise pour s'y loger avec ses enfants. Le fermier, veuf et sans enfant, tomba amoureux de la jeune veuve et quelques mois plus tard, l'épousa. Mais ne souhaitant pas s'encombrer de 3 enfants et voulant fonder sa propre famille, il n'accepta de garder à domicile que le petit frère d'1 an, sommant sa promise de trouver une solution pour Yoshie et sa grande sœur.
Alors tous deux furent envoyés chez leur tante dans la ville d'Aomori, seuls et sans enfants, qui possédait un atelier-magasin de tofu. Trop pauvre pour les envoyer à l'école, elle leur apprit des rudiments de lecture et surtout leur enseigna son métier et les prit avec elle comme commis. Shiratori, qui devenait un garçon d'une grande robustesse, se chargeait des livraisons et portait les lourds seaux pleins de tofu à travers les rues d'Aomori. Lorsqu'elle eut atteint ses 18 ans, sa grande sœur se maria avec un client fidèle de la boutique et partit s'installer chez lui, laissant sa tante et son frère aux commandes. Mais 3 ans plus tard, ce fut au tour de la tante de trouver un bon parti, et elle dut vendre son échoppe pour suivre son époux. Connu pour être un travailleur acharné et sérieux, Yoshie fut embauché sur un navire crabier à l'âge de 18 ans. Il déménagea et s'installa dans le port de Hakodate sur l'île Hokkaido, port d'attache des bateaux qui partaient pour de dures campagnes de pêche de plusieurs semaines dans le froid des mers du Kamtchatka. Ce travail extrêmement dur, mais plutôt bien payé, lui permit de mettre suffisamment d'argent de côté pour s'offrir une petite poissonnerie et à l'âge de 22 ans, en 1929, il s'installa et convola en juste noces avec une jeune femme du pays avec qui ils eurent une petite fille. Mais la crise mondiale qui gagnait tous les pays n'épargna pas le Japon et très vite, les affaires déclinèrent et Shiratori dut mettre la clé sous la porte. Il retrouva des petits boulots dans des secteurs très variés et peu rémunérateurs, mais comme les grands crabiers restaient à quai, victimes eux aussi de la crise et des conflits avec la Russie, il lui fallut vite trouver une solution avant que son jeune couple ne se retrouve à la rue. Lors de ses campagnes de pêche au crabe des glaces, il avait appris à jouer au mahjong et avait bien vite montré une certaine aptitude et un certain talent pour ce jeu, alors traîne des banques. Le tire-gousset juvénile avait repéré une épicerie un peu isolée du centre-ville et tenue par un vieil homme de 67 ans, M. Kato Susumu. Repérant les lieux quelques jours durant, ils virent que l'homme vivait seul au-dessus de son commerce et se couchait très tôt. Ils y firent un raid pour la première fois début avril 1933, se glissant par une petite aération à l'arrière-boutique. Akinori était filiforme et souple et Shiratori, lui, arrivait à se plier en 4 et à se glisser un peu partout malgré sa solide carcasse. Ses compagnes de pêche et quelques accidents de cordage lui avaient laissé quelques articulations qui se rétractaient à la demande. Ils y dérobèrent quelques bouteilles d'alcool, des conserves et du tabac, mais ne récoltèrent que la menue monnaie du fond de caisse. Déçus par cette piètre razzia, ils décidèrent d'y retourner quelques jours plus tard, ayant obtenu, en graissant la patte d'une ancienne employée, l'emplacement où le vieil homme gardait la recette de la veille. Pour cela, il leur fallait monter à l'étage sans réveiller l'homme, se saisir du butin et disparaître sans faire plus de bruit. Le complice leur indiqua que l'épicier, ancien militaire, gardait une épée près de son lit et savait s'en servir. Alors avant de s'embarquer dans ce braquage nocturne, le jeune Akinori s'équipa d'un couteau qu'il glissa dans sa ceinture. Se faufilant une nouvelle fois par le soupirail, le duo nocturne franchit l'arrière-boutique et grimpa les marches sans bruit. Apercevant le vieux Kato sur son futon, Shiratori se tint près de lui pour s'assurer que son sommeil soit assez profond pendant que Akinori se saisissait de la boîte en fer, cachée comme prévu sous une pile de linge. En observant le vieil homme, Shiratori vit le vieux katana de l'armée impériale appuyé contre le mur près de la couche et, pour assurer leur retraite dans une relative sécurité, s'en saisit. L'objet pourrait se revendre aisément. Mais alors qu'il ramenait le sabre à lui d'une main, la ceinture enroulée autour du fourreau se déroula et atterrit sur le crâne dégarni de l'épicier endormi qui se réveilla en sursaut. Distinguant les deux malandrins dans l'obscurité, il se leva d'un bond. Paniqués, les deux voleurs prirent leurs jambes à leur cou et dévalèrent les marches 4 à 4. Mais arrivés en bas, la porte de l'arrière-boutique se dressa face à eux, désespérément fermée à clé. Ils n'avaient pas le temps de se glisser dans leur trou de souris habituel et entreprirent de défoncer la porte à coups d'épaule. Elle céda au bout de quelques tentatives, mais malgré son âge avancé, avait laissé le temps à Kato de rejoindre les apprentis cambrioleurs qui se dressaient maintenant derrière eux, un bâton à la main et criant « Au voleur !» Shiratori donna le sabre à son jeune complice et lui dit de courir et d'aller se cacher pour sauver le butin pendant qu'il retarderait le vieil épicier. Mais après avoir reçu un solide coup de bâton en pleine figure, il changea d'avis et se mit à détaler en direction de son complice.
Pris d'une soudaine vigueur, Kato agrippa la veste de Shiratori qui s'étala de tout son long, arrêtant net sa course. Se retournant et voyant la scène, Akinori fit soudainement demi-tour pour porter secours à son camarade, maintenant sous les coups redoublés du marchand en colère. Dégainant le vieux sabre, il fonça sur lui brandissant la lame dans les airs. Voyant la scène, Shiratori se dégagea et se redressa d'un bond, balançant un coup de pied dans les genoux du vieil homme qui vacilla. La lame fendit le vent et trancha net le dos de Kato sur une trentaine de centimètres. Ce dernier tomba à genoux, grimaçant de douleur et menaçant les deux hommes de les retrouver et de les livrer à la police. Pris de panique, Akinori sortit son couteau et le planta dans le bas du dos du vieux Kato qui s'écroula. Il récupéra le sabre et son fourreau se mit à courir en direction de son compère et, ce faisant, se débarrassa du couteau en le jetant dans un buisson, échappant de justesse à une patrouille de police qui arrivait. La victime fut conduite d'urgence à l'hôpital militaire de Aomori, toujours en vie, mais très affaibli. Interrogé par les enquêteurs, il ne put pas dire grand-chose à cause de son état critique, mais eut quand même le temps d'incriminer le jeune voyou et son ami le tricheur au mahjong. Il mourra 6 jours plus tard de ses blessures, le 15 avril 1933. Suite à l'incident, la police locale avait quadrillé l'endroit et retrouvé le couteau ensanglanté. Mais dans ce quartier humide et boueux d'Okidate, ils avaient également trouvé des traces de pas très identifiables qui partaient de la scène de crime et allaient en direction du petit port de Aburakawa, à quelques centaines de mètres. Bien connu des services de police et suite aux révélations de Kato sur ses agresseurs, Akinori fut arrêté et interrogé pendant quelques jours, mais il ne parla pas de son complice et, s'il finit par avouer le premier cambriolage, nia toute implication dans le dernier et le meurtre du propriétaire des lieux. Jouissant d'une petite avance, Shiratori, apprenant l'arrestation de son complice, échangea le beau sabre d'officier contre 2 faux témoignages qui les blanchiraient, lui et son complice. Sage précaution puisque, sur indication de quelques joueurs lésés, les enquêteurs interpellèrent Shiratori afin de l'interroger sur le tragique braquage. Sortant ces 2 atouts de sa manche, l'homme s'en sortit et fit libérer son ami. Le temps des petites arnaques et des vols à la tire était revenu pour les 2 compères qui s'en tiraient à bon compte. Mais en 1935, lors de la restructuration militaire de la police et l'arrivée des Kempeitai dans les campagnes, le commissaire nommé à Aomori décida de reprendre les affaires non résolues et de nettoyer la ville de ces petits voyous. Arrêté quelquefois dans des affaires de vol et de bagarre suspecté dans l'affaire du meurtre de Kato, Shiratori fut à nouveau entendu et cuisiné par la police politique de l'empereur, formée pour faire avouer même les plus innocents. Mais le gaillard dur au mal et assez peu pressé d'aller en prison résista et n'avoua rien, si ce n'est quelques larcins sans importance. Il fut relâché après quelques jours de ce traitement et se dit qu'il était temps de changer d'horizon. Se rendant à la gare de Morioka, près de Iwate, avec l'ardent désir de prendre un billet pour Yokohama où il savait que son vieil ami Akinori s'était réfugié depuis quelque temps, il subtilisa quelques portefeuilles pour financer son projet et, un peu trop gourmand, tenta de voler la caisse d'un petit restaurant dans lequel il s'était arrêté pour manger. Maîtrisé par le patron et remis aux autorités, il fut aussitôt renvoyé à Aoyama et se retrouva devant l'officier Kempeitai qui lui avait laissé quelques bleus. Il fut remis à la question durant 3 jours et 3 nuits et finit par avouer 12 cambriolages, mais en toute bonne foi, nia le meurtre du vieil épicier. Ce qu'il ignorait, c'est que Akinori effectivement était bien à Yokohama, mais ne faisait plus d'affaires depuis quelque temps, enfermé qu'il était dans une prison pour un braquage qui avait mal tourné. Une information qui lui manquait aussi, c'est que le jeune voyou, contre une remise de peine, avait chargé Shiratori et l'accusé du meurtre de Kato. Après quelques jours d'interrogatoire supplémentaires et l'arrestation des 2 faux témoins qu'il avait payés pour un alibi et qui avaient tout raconté, l'ancien pêcheur jeta l'éponge et signa des aveux complets. Il passa quelque temps dans la maison d'arrêt de la police impériale le temps de son procès et finalement, condamné à la prison à perpétuité, il fut transféré à la prison d'Aomori le 1er juin 1936. Enfermé dans une cellule de 9 mètres carrés 24 heures sur 24, l'homme, déterminé à ne pas payer de sa liberté un crime qu'il n'avait pas commis, savait qu'il ne pourrait avoir droit à un autre procès, alors dès son arrivée, un plan germa dans son esprit.
Dans sa vie de petit criminel multicarte, il avait remarqué que c'était de la diversité et de l'action que naissait l'inattendu, mais qu'à contrario, le danger, plus que l'ennui, naissait de la routine. C'était grâce au train-train quotidien des tenanciers qu'il avait pu élaborer ses plans de braquage, guettant les commerçants dans leur routine. C'est cette règle qu'il voulait essayer d'appliquer à sa propre liberté et à ce qui commençait à ressembler à une envie sévère de s'évader. Chaque matin, après le lever à 5 heures et la petite boule de pain, les prisonniers devaient aller vider et laver le seau qui leur servait de toilette et s'acquitter d'une heure de travail d'entretien dans divers locaux de la prison. Durant ce petit laps de temps hors de sa cellule, Shiratori avait tout loisir d'observer les postes de garde et les différents endroits où se concentrait la sécurité. Jour après jour, il mémorisait ses points, les postes des gardiens aux extrémités des ailes et des coursives, le portail et ses guérites et les patrouilles permanentes de garde militaire en binôme, dont la seule fonction, à part frapper les prisonniers pour le plaisir, était la seule surveillance des activités hors cellule. Peu instruit, mais doté d'un sens de l'observation aiguisé et d'une grande intelligence, Shiratori avait également remarqué que les gardiens n'avaient qu'une clé à leur ceinture et qui leur servait à ouvrir toutes les cellules et les portes des bâtiments. Alors avant que de n'envisager le moindre plan d'action, il lui fallait d'abord savoir s'il pourrait se procurer l'une de ces clés ou, au pire, en fabriquer une. Réalisant que le personnel pénitentiaire ne détachait jamais les précieux sésames de leurs anneaux, il se mit à observer de près à chaque passage et à en dessiner la structure dans sa tête. Dans la grande salle d'eau où les prisonniers vidaient leurs seaux et une fois par semaine prenaient une douche à l'eau froide, il y avait un certain nombre de crochets fixés au mur pour qu'ils y accrochent leurs uniformes le temps des ablutions. Ces paternes de fortune étaient faites de fils de fer épais, pliés et glissés dans un trou. Un matin de sa deuxième semaine de détention, Shiratori se décida et, attrapant son uniforme de prisonnier sur le crochet, décrocha discrètement le fer plié et, le dissimulant d'abord sous sa veste, l'enroula rapidement et discrètement autour de son mollet en enfilant son pantalon. De retour dans sa cellule, il se mit d'abord en quête d'un endroit où le cacher pour échapper à la fouille aléatoire des surveillants. Il découvrit qu'en dépliant le fil bien droit, il entrait parfaitement dans l'intervalle entre les planches de ces murs de bois et était parfaitement invisible à l'œil non informé. Alors, nuit après nuit, il se mit à tordre le fil dans toutes les combinaisons possibles, à les tester sur la serrure de sa cellule entre deux patrouilles, puis chaque matin à déplier cette tige pour la cacher à nouveau. Après une dizaine de tentatives et de combinaisons, il trouva enfin celle qui ouvrait la porte vers la liberté. Il nota cette configuration dans sa tête et passa les jours suivants à contempler les pas des gardiens, le temps entre les rotations et surtout les pauses. En journée, toute tentative était impossible, les gardiens militaires ne le quittaient pas d'une semelle alors qu'ils étaient dehors et une fois rentrés dans la geôle, la patrouille passait toutes les 5 minutes et jetait un œil régulièrement dans les cellules. Mais il avait remarqué qu'à minuit, tous les jours, quoi qu'il arrive, il y avait un blanc d'1 quart d'heure, le temps de rotation entre le personnel de jour et celui de nuit. Le matin, les gardiens les réveillaient à 5 heures, posaient le pain du petit déjeuner sur le passe-plat, mais n'ouvraient les cellules qu'à 5h30. Il lui fallait donc agir pendant ce créneau. Le 18 juin, soit 17 jours seulement après son arrivée, il était prêt. Pour se laisser le temps et ne pas alerter la patrouille tout de suite, il avait placé une seconde tige de fer volée la veille en arc de cercle sous son futon, comme une structure de tente, de façon à simuler une présence sous la couverture lorsque le gardien passerait pour le réveil. À minuit, entendant la dernière garde s'éloigner, il passa à nouveau sa tête et un bras par le passe-plat et glissa sa clé de fortune dans la serrure qui s'ouvrit sans forcer. Discrètement, il s'enfila dans le couloir qui menait à la salle d'eau et, usant de sa clé magique, ouvrit la petite porte qui menait à une arrière-cour dans laquelle les déchets étaient stockés en attendant le camion qui les collectait 2 fois par semaine. Collé au mur et silencieux, il se faufila jusqu'au portail d'accès du véhicule et, en un tour de clé, se trouva dehors. Il prit soin de refermer et s'enfuit à toutes jambes vers la forêt voisine. Il était libre. À 5h30 du matin, après l'avoir appelé à se lever à plusieurs reprises, le gardien souleva la couverture et comprit. La prison donna l'alerte et très vite, une mobilisation sans précédent se mit en place pour rechercher ce fugitif décrit comme un meurtrier dangereux.
Ils ne furent pas moins de 1200 policiers, 3346 pompiers, 1703 soldats et 3086 civils volontaires qui sillonnèrent la préfecture à sa recherche. Le fugitif marchait la nuit, se cachait et dormait la journée et comptait bien rejoindre un port de pêche plus à l'ouest pour embarquer vers Hokkaido et se cacher chez ses anciens amis. Il parcourut 40 km en 2 jours et au petit matin du 21 juin, après une longue nuit de marche nocturne en forêt et quelques prunes sauvages pour tout repas, il se cacha dans un vieux cimetière et s'endormit derrière une tombe. Signalé comme un vagabond par un employé de la ville qui faisait sa patrouille, il fut arrêté à 5h30 et conduit au poste de police de Goshogawara. Arrivé en ville, la foule se massa pour voir le fameux criminel qui créait tant de troubles dans la région. À l'officier de police qui lui demanda pourquoi il s'était évadé, il répondit simplement « La prison où j'étais n'était pas trop mal, mais perpétuité, ça me semblait quand même un peu long. » Transféré à la maison d'arrêt du district d'Aomori pour y être jugé à nouveau, il vit sa condamnation à perpétuité confirmée avec un bonus évasion de 2 ans d'isolement. Conseillé par un avocat sensibilisé à son affaire et de plus en plus convaincu de son innocence, il fit appel auprès de la cour de Miyagi. Mais il n'y eut qu'une seule bonne surprise pour lui, la réduction de la peine d'isolement à 6 mois. En avril 1937, il fut transféré à la prison de haute sécurité de Miyagi et placé dans une cellule en béton de 3 mètres sur 2, bouclée 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Il exécuta sa peine de 6 mois d'isolement et put retrouver une vie carcérale normale, jusqu'à ce que son avocat, après être intervenu auprès d'un juge d'application des peines, ne le fasse transférer à la prison de Kosuge à Tokyo, réputée plus souple et confortable. Il prit ses nouveaux quartiers en avril 1940 et après avoir passé plus de 2 ans en cellule de haute sécurité, surveillé en permanence pour éviter toute nouvelle évasion. Effectivement, il se plut à Kosuge et, une fois installé dans le quartier des longues peines, prit ses aises et ses habitudes. Bien sûr, ce changement de régime lui fit entrevoir de nouvelles perspectives de liberté et, très vite, il commença à observer la prison et son personnel de plus près. Mais la prison de haute sécurité, malgré des conditions de vie légèrement meilleures qu'ailleurs, et la surveillance permanente dont il faisait l'objet, ne laissait que peu d'espoir à Shiratori de se faire à nouveau la belle. Prêt à renoncer ou à envisager un mode d'évasion plus spectaculaire, le salut vint finalement de la guerre et de la réquisition de l'établissement pénitentiaire pour les prisonniers militaires. Le 20 octobre 1941, le prisonnier fut transféré à la prison d'Akita dans le nord-ouest du Japon et placé dans le quartier des détenus dangereux et déjà évadés. Le directeur de l'établissement, après l'avoir convoqué dans son bureau et expliqué que l'on ne s'évadait pas de sa prison, le mena personnellement à sa cellule. Celle-ci était d'une conception révolutionnaire et réputée infranchissable dans le mauvais sens. Large de 4 mètres sur 3, le sol et les 3 murs étaient faits de béton armé recouvert de plaques de cuivre rivetées. Le 4e mur, quant à lui, comportait une large grille à barreaux d'acier de 5 cm de diamètre, enserrée dans 3 poutres de bois solide. Le plafond était percé d'une petite fenêtre grillagée, mais sans carreaux, n'amenant que peu de lumière, mais beaucoup de froid. Froid omniprésent dans cette geôle située dans un des endroits les plus rigoureux du Japon, sans chauffage ni confort. Jetant un rapide coup d'œil à l'extérieur, par la dernière fenêtre qu'il verra avant longtemps, il vit les étendues de neige à perte de vue et se dit que même s'il réussissait à s'évader, la survie n'allait pas être commode. Alors, en attendant les beaux jours, Shiratori se tint à carreau et observa. Il dut se rendre à l'évidence, les murs de sa cellule étaient impossibles à entamer, la porte trop lourde et trop surveillée, en plus il avait bien regardé le type de clé utilisé par les gardiens et ce modèle plus sécurisé était impossible à reproduire avec les moyens du bord. La seule faille qu'il avait trouvée à la sécurité de sa boîte de contention était la petite fenêtre grillagée et située à 3 mètres de hauteur. Tout l'hiver, il avait préparé son évasion en commençant par entretenir sa forme physique et sa souplesse, s'astreignant chaque jour à des exercices d'escalade du mur du fond, le dos et les jambes à angle droit et tenus à la force des bras. Pendant ce temps, il observait le cadre de cette fenêtre et ses faiblesses.
Fait en bois et enchâssé dans le plafond bétonné, il se rendit compte qu'il lui suffirait de scier un côté de ce cadre pour enlever le grillage et se glisser dans lui. Mais comment se procurer une scie ? Il se rappela des bricolages de fortune sur les bateaux et notamment de ces enrouleurs de fils artisanaux qu'il fabriquait avec les moyens du bord, une vieille plaque de métal et un clou en guise de poinçon pour y faire un ergot qui retenait la boucle finale. Alors, il eut une idée. Lors de la douche froide hebdomadaire, il avait remarqué qu'une des arrivées d'eau avait été réparée avec une petite plaque de fer blanc mal fixée d'environ 4 cm sur 15. Profitant des quelques minutes de répit de surveillance lors des ablutions, il la décella petit à petit et finit par la voir. Il la coinça entre ses fesses et une fois rentré dans sa cellule, la dissimula au-dessus du grillage de la lucarne. Pour le clou, il allait suivre le même chemin qu'à Aomori, se servir de la paterne à laquelle les prisonniers attachaient leurs uniformes le temps de la douche. Celle-ci était faite d'un simple clou planté dans un mur en plâtre et facile à retirer. C'est ce qu'il fit et put ainsi attaquer la confection de sa scie. Jour après jour, il profitait des 10 minutes de l'appel des gardiens, de l'hymne national et de la sonnerie au clairon pour taper sa plaquette de fer et y faire de petites encoches pointues grâce à la pointe d'acier. En mars 1942, il attaqua le siège du cadre en bois de la même façon, petit à petit, profitant du fracas patriotique quotidien. L'opération lui prit quelques semaines et finalement, début avril, le cadre céda et il put ouvrir le soupirail, y passer la tête et les épaules et se rendre compte de l'environnement qu'il lui faudrait traverser pour s'enfuir. Il n'y avait qu'une cour d'une dizaine de mètres à traverser, mais par contre, il devrait franchir un mur de 5 mètres pour prendre la clé des champs. Alors il observa chaque nuit les rondes, la cour, la lune qui brillait, plus ou moins, et écoutait les conversations des matons dès qu'il le pouvait. Elles étaient souvent pleines d'enseignements. Il avait remarqué que des ouvriers avaient déposé des matériaux dans la cour de la prison, visiblement pour construire une remise, et avaient bien vu le tas de poutres et de bastings qui lui seraient sans doute d'une grande utilité. Mais quand partir ? Le moindre bruit durant ces nuits silencieuses attirait immédiatement le gardien de nuit et le plus petit animal qui croassait ou miaulait dans la cour se voyait balayé par de puissants projecteurs et mettre en joue. Les semaines passaient et Shiratori ne voyait pas la fenêtre de tir arriver. Mais au mois de juin, le 15 plus précisément, la chance tourna sous la forme d'un puissant typhon qui arrivait sur la préfecture d'Akita. Il l'avait entendu au détour d'une discussion entre gardiens. Elle devait frapper la région le 15 et durer plus d'une journée. Par chance, les météorologues amateurs eurent raison et le typhon arriva. Cette nuit-là, vers minuit, le vent soufflait à plus de 100 km/h faisant claquer les tôles et les portes dans un vacarme assourdissant. Tout le personnel était affairé à la surveillance des bâtiments, consolidant les fenêtres et calfeutrant les ouvertures contre les pluies diluviennes et violentes qui frappaient les murs. C'est à ce moment précis que Shiratori passa à l'action. Après avoir roulé son petit matelas sous sa couverture pour donner une illusion de corps endormi, il escalada le mur de sa cellule, retira la grille et se hissa sur le toit, sous les combles qui servaient de circuit d'aération, prenant bien soin de remettre le petit grillage en place. Puis il rampa jusqu'à la cour en s'agrippant à tout ce qu'il pouvait pour ne pas s'envoler. Arrivé jusqu'à l'espace découvert, caché par des trompes d'eau et l'obscurité, il se saisit de la poutre de construction la plus longue et prit appui sur le mur d'enceinte. Arrivé en haut du mur, il hissa la poutre jusqu'au sommet, la fit glisser du côté extérieur avant de descendre, en douceur, jusqu'au sol. Il prit soin de cacher l'imposant morceau de bois dans le fossé qui longeait la prison et prit ses jambes à son cou. Il était libre. Il marcha toute la nuit, bravant la tempête, et au petit matin arriva près d'un village. Il devait changer de vêtements le plus vite possible, car son uniforme de prisonnier ne laissait aucune ambiguïté quant à sa provenance. Il savait que les gardiens avaient dû s'apercevoir de son évasion, et qu'il allait falloir qu'il fasse vite pour ne pas se faire reprendre comme lors de sa première évasion. À l'aube, il s'approcha d'une ferme isolée du village et attendit que les habitants partent de chez eux pour les travaux des champs. Le typhon de la veille tenait les villageois très occupés et tous s'affairaient à réunir le bétail et réparer les dégâts. Il s'introduisit dans la maison, trouva rapidement des vêtements d'homme, un morceau de viande et des biscuits, puis quitta les lieux promptement, emportant son butin avec lui.
Trouvant une cage dans une forêt avoisinante, il passa les vêtements civils, enterra son uniforme et se restaura avant de dormir. Ce jour-là, il dormirait sous le soleil des jours d'après-typhon, en homme libre. Le soir de son premier jour de liberté, il marcha en direction de la petite gare et commença à suivre les rails, meilleur moyen pour lui de ne pas se perdre dans ce périple qui devait le conduire à Tokyo, à 600 km de là. Il marcha de nuit pendant 3 mois, dormant le jour dans des abris de fortune, des fossés et des grottes, en chapardant de quoi manger dans des fermes. Fin septembre 1942, il entrait dans Tokyo par la grande banlieue de Saitama, au milieu de l'effervescence de la guerre entre transport de troupes et police militaire. Barbu et chevelu, sale et en haillons, il se cachait parmi les vagabonds et tenta de traverser Tokyo pour se rendre à Yokohama, où il pensait pouvoir rejoindre d'anciens complices détrousseurs qui l'aideraient sûrement à se cacher. Mais au cours d'une vaste opération de contrôle, il fut ramassé par la police impériale et se retrouva en garde à vue avec ses compagnons d'infortune. Lavé et rasé, il ne tarda pas à être identifié, les avis de recherche couvraient encore les murs des commissariats du pays et déféré devant un juge. Il avoua son identité et acquiesça à toutes les accusations du magistrat, continuant à nier farouchement avoir tué qui que ce soit. Sa peine à perpétuité fut à nouveau confirmée par la cour, mais cette fois, il fut décidé qu'il n'irait pas dans une prison ordinaire et qu'il expirait ses fautes dans le pire endroit qui soit, le centre de détention disciplinaire d'Abashiri, au nord de Hokkaido, l'endroit le plus froid et le plus hostile du Japon. Cette prison, réservée aux opposants politiques et aux criminels les plus cruels, était le cauchemar de tout condamné, tant les récits, souvent légendaires, étaient atroces et laissaient à penser que la mort serait une peine bien plus douce. Le 23 avril 1943, après quelques mois de cachot et de châtiment corporel dans une prison militaire de Tokyo, il fut transféré, escorté de 7 gardes armés et entravé au cou, aux mains et aux jambes, vers le centre pénitentiaire d'Abashiri. Dès son arrivée, il fut placé dans l'une des 3 cellules spéciales conçues par le fabricant Shisha pour les criminels les plus endurcis et les plus retors. D'une surface de 6 mètres carrés, le sol et les murs étaient faits de béton armé renforcé de plaques d'acier enchâssées et boulonnées. Sans fenêtre vers l'extérieur, la seule ouverture était un rectangle de 20 cm sur 40 dans la porte métallique, donnant sur le couloir, solidement protégé par 5 barreaux d'acier. Pour renforcer la sécurité, Shiratori se vit menotté jour et nuit, devant adapter ses gestes du quotidien à cette entrave. Bien entendu, il ne bénéficia pas du même régime que les autres détenus et se vit privé de toute sortie en promenade et même de douche. Quelques jours après son arrivée, le directeur de la prison d'Abashiri vient lui rendre une petite visite, lui expliquant qu'il serait celui qui couperait les ailes à celui qu'on appelait, à tort selon l'homme, le roi de l'évasion. C'est ce sentiment de défiance couplé à celui, plus fort que tout, d'injustice qui donna la force aux détenus d'échafauder un nouveau plan d'évasion. Le régime strict de la prison et l'absence d'exercice firent qu'il commença à perdre beaucoup de poids. Affligé dans un premier temps, il se rendit compte qu'il pourrait en tirer profit car ses menottes commençaient à flotter autour de ses poignets et après quelques jours d'entraînement, il vit même qu'il pouvait les retirer. N'ayant rien vu de l'environnement de l'établissement à son arrivée, il ne savait pas vraiment comment orienter son évasion, mais il avait remarqué que le gardien qui lui portait son dîner venait seul, et qu'aucun bruit ne provenait du couloir, laissant présager qu'il n'était pas en binôme. Alors un soir, il tenta l'aventure. Ayant retiré ses menottes, il dissimula ses mains sous les pans de sa veste, ne laissant dépasser que la chaînette des entraves. Après un rapide coup d'œil pour vérifier si, comme le règlement l'exige, le prisonnier était bien assis au fond de sa cellule, le surveillant ouvrit la porte pour déposer le plateau repas. À peine l'homme penché pour déposer le dîner sur le sol, Shiratori bondit et se glissa entre les jambes du gardien. Il fit une roulade et claqua la porte d'un coup de talon, mais dans sa précipitation, il n'avait ni vu ni entendu les 2 gardiens qui servaient les repas de l'autre côté du couloir et les solides grilles qui fermaient les corridors venteux. En un instant, il fut maîtrisé par les 2 hommes et sévèrement battu à coups de bâton. Il écopa d'1 semaine de boîte, une punition des plus terribles pour ceux qui enfreignaient le règlement de la prison.
La boîte était une cellule d'1 mètre sur 1 mètre, creusée dans la terre à l'extérieur et fermée par une grille. Le prisonnier ne pouvait ni s'asseoir ni se coucher, tout juste s'accroupir pour les plus minces, devait supporter des températures extrêmes et parfois, lorsque le motif de la punition était l'attaque d'un surveillant, écoper d'un seau d'eau sur la tête le soir tombé. Les rations étaient réduites de moitié et souvent, à la fin de la peine, c'était un cadavre que l'on remontait à la surface. Mais Shiratori tint le coup. Ramené dans sa cellule, il fut cette fois entravé dans le dos, non pas avec des menottes réglementaires, mais avec des fers boulonnés et serrés par de solides écrous. Il fut également entravé aux pieds avec le même type de fer. Après quelques jours à se remettre de ses blessures, les coups de bâton des gardiens n'avaient été que peu retenus et les engelures attrapées dans la boîte le faisaient terriblement souffrir, il put faire le bilan de sa situation. Il n'était pas question pour l'instant d'envisager une nouvelle évasion, alors il allait lui falloir faire profil bas pour gagner la confiance des gardiens, voire du directeur, pour envisager un allègement de son régime carcéral et, pourquoi pas, projeter à nouveau de se faire la belle. Mais les semaines passaient et rien ne changeait. Entravé jour et nuit, Shiratori devait manger comme un animal, la tête dans le bol et sans les mains. Il ne pouvait satisfaire correctement ses besoins naturels sur le seau en bois disposé à cet effet et se retrouva assez vite maculé d'excréments autour desquels venait se coller une armée de mouches. L'été, même sur cette terre du Nord, fut très éprouvant pour le prisonnier, mais il en tira tout de même quelque chose de très positif. Avec la sueur et les projections de soupe, il avait remarqué que ses fers rouillaient très vite, et lors d'une des nombreuses expériences qu'il faisait chaque jour sur ces derniers, se rendit compte que l'un des écrous se desserrait sous l'effet de l'oxydation. Observant de près le cadre qui enserrait les barreaux de sa cellule, il vit que celui-ci était d'un métal différent de celui de la porte d'acier, visiblement d'un métal de moins bonne qualité car les boulons du côté intérieur rouillaient eux aussi. Dès lors, il mit au point une technique qui, il le savait, prendrait des mois avant de porter ses fruits et risquait même d'échouer, mais restait le seul espoir de liberté pour lui. Au menu, chaque jour et à chaque repas, il avait de la soupe miso, un potage clair à base de blé fermenté, c'est ce breuvage qui avait, en éclaboussant, fait rouiller ses menottes. Alors matin, midi et soir, il gardait cette soupe dans sa bouche et minutieusement la régurgitait dans l'interstice du cadre de la porte, observant la lente oxydation. Il en fit de même pour les entraves qu'il avait aux mains et aux pieds, testant régulièrement les écrous. Pendant des mois, il répétera cette opération, sacrifiant une partie de sa nourriture pour nourrir ce projet fou. Perdant du poids jour après jour, les fers qui l'entravaient commençaient eux aussi à flotter, et dès le printemps 1944, il arriva à s'en libérer sans trop d'efforts, desserrant un peu les écrous rongés par la rouille, puis les remettant en place pour que les gardiens ne remarquent rien. Adoptant une attitude soumise et polie, les surveillants ne lui prêtaient que peu d'attention, croyant l'avoir brisé et avec lui sa volonté de s'évader. Il avait, comme il le fit auparavant, pris l'habitude de noter, mentalement, les horaires de rotation des gardiens et, durant la relève de 21 heures, tester la résistance du cadre de la porte. Dès juin 1944, celui-ci commença à s'effriter suffisamment pour qu'il puisse commencer à le faire bouger. Petit à petit, il sollicita les vis qui le maintenaient et les fit sortir de leurs trous, creusant un peu le métal oxydé à chaque fois. Le 26 août 1944, il était prêt. Il attendit la dernière inspection de 20h45 juste avant la relève, feignant de dormir, et lorsque le bruit métallique des trousseaux s'éloigna, se défit de ses fers et de sa tenue de prisonnier qu'il dissimula sous sa couverture. Il revêtit un pagne en tissu blanc qu'il avait confectionné avec les sous-vêtements qu'il avait reçus en dotation à son arrivée, puis, en silence, retira le cadre de la porte. Il se faufila dans cette ouverture étroite et se déboîta l'épaule pour pouvoir la franchir. Une fois dans le couloir, il sauta sur le montant de la porte et grimpa sur une poutre jusqu'au sommet où il savait y avoir une ouverture vitrée dans le toit. Il l'ouvrit sans la casser par une simple pression sur le petit loquet et se retrouva sur le toit d'où il avait une vue imprenable sur la prison. En un clin d'œil, il repéra le côté le moins protégé de l'établissement, la clôture sud, haute d'à peine 3 mètres, car au-delà du mur de la cour de promenade.
Rampant jusqu'au bord du toit, il sauta au-delà de ce mur et se retrouva dans cette arrière-cour qui servait de remise. Dans le fatras laissé là par les employés de la prison, un lot de tuyaux de poêle qu'il emboîta et posa contre la clôture, écrasant les fils barbelés. Il grimpa cette échelle improvisée, sauta par-delà ce dernier rempart et se retrouva dans un talus herbeux. Il était libre. Il courut toute la nuit à travers la forêt dense et sombre jusqu'à trouver une ancienne cabane de forestier dans laquelle il s'abrita. Il prévoyait, comme il l'avait déjà fait, de vivre la nuit et dormir la journée pour éviter de se faire repérer par la troupe. Avec une vieille couverture laissée là par les bûcherons, il se confectionna une espèce de vêtement de fortune qu'il resserra à la ceinture grâce à une corde de chanvre. Affamé, il se hasarda dans les environs et découvrit qu'à l'orée du bois, un village et des fermes isolées pourraient sans doute lui fournir de quoi se sustenter, au moins en attendant de décider ce qu'il ferait de sa liberté retrouvée. Au hasard de ses rapines, il se fit un joli stock de nourriture, vola des vêtements chauds et des couvertures, trouva une brasserie de Nihonshu abandonnée dans laquelle il découvrit de quoi boire pour les 30 années à venir, déroba une belle quantité de tabac et constata aussi que peu d'hommes restaient au village. Il l'avait presque oublié au fond de sa cellule, mais le pays était en guerre. Il se dit qu'il serait sans doute imprudent de se risquer en ville avec les événements en cours et que le risque de se faire alpaguer par une patrouille était vraiment trop important. Alors il passa l'hiver 1944 dans sa cabane forestière et montagnarde, chauffée par le poêle en fonte qu'il alimentait en bois chaque jour et mangeant et buvant tout ce qu'il voulait, ou presque. S'il avait eu un compagnon de discussion, ce séjour aurait même pu être presque parfait. Au printemps 1945, il constata que le village qu'il visitait régulièrement pour ses razzias était encore plus dépeuplé que l'année précédente, quelques nouvelles maisons étaient même fermées. Il vit aussi un camion de l'armée impériale passer sur une petite route de terre battue, habituellement déserte, et se dit que la guerre devait certainement battre son plein, alors dans un nouvel élan de sagesse, il décida de passer une année de plus dans son petit cottage montagnard. Toujours aussi bien équipé et ravitaillé, il vécut tranquillement les 12 mois qui suivirent, étonné même de n'entendre aucun bruit de canon au loin, mais après tout, il n'en dormait que mieux. En mai 1946, profitant d'une nuit douce et claire, il fit une petite visite au village qu'il n'avait pas vu depuis des mois. Soucieux de se procurer un moyen de distraction supplémentaire, il avait prévu de visiter l'école pour y emprunter des livres afin de parfaire son éducation et sa lecture. Alors qu'il choisissait un livre sur une étagère, il remarqua une pile de journaux sur le bureau de l'instituteur. Il les glissa dans sa besace ainsi que quelques livres illustrés, et après avoir refait le plein de nourriture dans ses sacs, rentra dans son chalet. Le professeur, trop pauvre pour acheter le journal tous les jours, se contentait des éditions mensuelles et Shiratori put déchiffrer les 8 derniers pour y apprendre la défaite du Japon et la fin de la guerre. Il passa les semaines suivantes à penser à ce qu'il pourrait bien faire de sa vie maintenant que les Américains dirigeaient le territoire et avaient certainement mieux à faire que de traquer les prisonniers en cavale. Alors en juillet 1946, fatigué par sa solitude, il reprit le chemin de la ville direction Sapporo pour essayer d'y retrouver d'anciens amis et, pourquoi pas, commencer une nouvelle vie. Il prépara donc son pactage, revêtit le costume occidental qu'il avait volé chez une veuve de guerre, glissa un couteau pliant dans sa poche, au cas où, et, sac sur le dos, marcha en direction de la capitale de Hokkaido. Il emprunta le chemin des écoliers et finit par voir les faubourgs de la ville le 9 août. Sans aucun papier d'identité, il comptait bien, en cas de contrôle, invoquer le chaos de la guerre et le retour du front pour se justifier. C'est en effet ce qu'il dut faire lors de son premier contrôle. Alors qu'il marchait sur une petite route de Tsunagawa, un jeune homme en vélo l'interpella, sans doute curieux de voir un homme bien habillé se promener sur un chemin de terre près d'une zone industrielle. Disant être policier malgré un étrange uniforme mi-militaire, mi-civil, et lui demandant ses papiers, Shiratori lui servit le baratin qu'il avait maintes fois répété dans sa tête, mais le jeune agent n'en avala pas un mot, lui apprenant même que les soldats démobilisés avaient tous un carnet militaire et un sauf-conduit pour se déplacer sur le territoire. Il lui demanda donc de le suivre pour tirer cette affaire au clair, ou de s'acquitter d'une amende sur le champ. Mais sans attendre que l'étrange jeune policier ne termine sa phrase, le vagabond prit la course en sens inverse.
plus jeune et athlétique, le garçon le courut après et le rattrapa bien vite, le plaquant aux jambes comme le meilleur des rugbymen. Shiratori, robuste et vif, ne se laissa pas faire et lui asséna un violent coup de pied dans la tête, ce qui fit lâcher prise au jeune homme. Mais il se releva et sortit son pistolet Nambu type 14, mettant le fuyard en joue. Levant les mains et se dirigeant lentement vers l'agent, comme il le lui demandait, il avait attrapé son couteau de poche qu'il dépliait discrètement dans la paume de sa main. Pour lui, il était impensable de retourner en prison, surtout pour y purger une peine à perpétuité, plutôt mourir en se battant pour sa liberté. Et puis ce type avait de drôles de manières et ne semblait pas très orthodoxe. Depuis quand fallait-il payer pour écourter un contrôle d'identité ? Alors qu'il approchait du jeune homme, il baissa subitement les bras, agrippant son couteau à pleine main et se précipita vers le pistolet et celui qui le tenait. Surpris et paniqué, le policier appuya sur la queue de détente, mais rien ne se produisit. La vieille arme, sans doute mal entretenue, s'était enrayée. Dans son élan, Shiratori lui mit un coup de lame dans le bras, lui faisant lâcher son arme de douleur. En un éclair, il attrapa le pistolet qui le jeta au loin, mais voyant que l'homme attrapait sa matraque de son bras valide, il lui donna à nouveau un coup de couteau au niveau de l'épaule, puis du bras. L'homme tomba au sol, terrassé par la douleur et par une importante perte de sang de sa première blessure. Ne demandant pas son reste, le fuyard attrapa son pactage et prit ses jambes à son cou. Le 12 août, alors qu'il se promenait dans Sapporo, un groupe de policiers l'arrêta, le menotta et le conduisit au commissariat sans autre forme d'explication. L'homme qu'il avait blessé avait été ramassé par une patrouille et conduit à l'hôpital. Petit voyou déguisé en policier, il détroussait les voyageurs perdus et avait avoué ses fautes avant de leur donner un portrait précis de son agresseur. Shiratori, au physique et au look très particulier, avait été vite repéré par les policiers qui quadrillaient la ville. Il fut placé en garde à vue et donna sa version des faits, un acte de légitime défense contre un voyou qui voulait le dépouiller. Malheureusement pour lui, l'homme touché à une artère succomba le soir même. Très vite identifié comme Shiratori, le roi de l'évasion, envolé 2 ans plus tôt de la prison d'Abashiri, il se retrouvait maintenant avec une inculpation pour meurtre. Car même s'il criait à la légitime défense, son dossier ne jouait pas vraiment en sa faveur. Il fut envoyé dans un centre de détention militaire sécurisé en attendant son procès. Il commença le 12 décembre 1946 et, après une piètre prestation d'un avocat commis d'office, se termina le 16 par une condamnation à mort. Lorsque le juge prononça la sentence, il s'adressa au condamné. « Shiratori, vous avez été emprisonné 3 fois et avez été arrêté 3 fois. Mais cette fois, vous ne pourrez pas vous échapper. » Ce à quoi il lui répondit « Je n'abandonne jamais, je suis innocent et le seul sang que j'ai versé était de la légitime défense. C'est moi qu'on a tué, au contraire. J'accepte la sentence, vous pouvez me traiter aussi durement que vous voulez, mais sachez que je ferai tout pour m'évader. » Après 2 mois de forteresse supplémentaire, il fut transféré à la prison de Sapporo dans laquelle le directeur avait conçu une cellule spécialement pour lui. Ancienne geôle de contention pour les prisonniers les plus retors, elle avait été renforcée avec des plaques d'acier sur les murs et au plafond. Sans fenêtre, elle était solidement fermée par une lourde porte en acier trempé, à peine percée d'un petit guichet de 10 cm sur 15. Placé à l'extérieur du bloc principal, le petit bâtiment qui abritait la cellule spéciale était gardé en permanence par 2 gardiens armés qui se relayaient sans battement. Mais il en fallait plus pour décourager le roi de la Belle. Comme il se le dit très vite, l'évasion, même très compliquée, était cette fois la seule alternative à la mort. Alors il se mit à observer encore, et à guetter tout ce qui se passait autour de lui. Lorsqu'il était convoqué au parloir pour y rencontrer son avocat ou un policier, il prenait des mesures dans sa tête, notait tout ce qu'il y avait à retenir. Un soir qu'il rentrait d'une rencontre avec un policier de Snagawa, il renversa un peu de sa soupe sur le sol en bois brut et s'aperçut que le liquide disparaissait. Il réessaya avec de l'eau, même chose. Le flux s'engouffrait entre ce qui semblait être 2 lattes de bois. Dès lors, il n'eut en tête que de voir ce qu'il y avait sous ce mystérieux plancher. Le plan était en marche, mais d'abord, il lui fallait se reconstituer un petit matériel d'évasion maison.
Il commença son inventaire lors de l'audition suivante. De nouveau appelé au parloir pour y rencontrer le policier, il remarqua un vieux clou planté dans la porte et, feignant de trébucher, l'arracha promptement et le cacha dans sa poche. Lors de la douche hebdomadaire à laquelle il avait droit, il avait repéré la candidate idéale à la confection d'une scie maison, une petite plaque de métal mal vissée et qui servait de renfort à une cuvette de toilette. Simulant un fort mal au ventre et bien qu'enchaîné, il arracha le morceau de fer de son support et le dissimula sous son pied. Il avait le matériel nécessaire pour commencer son œuvre. Alors chaque nuit, il tailla le métal minutieusement avec son clou afin d'en extraire des fragments et de tailler sa lame. Il grattait aussi entre ces satanés morceaux de plancher et finit par en ramener de la terre. L'espoir renaissait en lui. Sa scie achevée, il ne lui fallut que quelques nuits de travail pour en découper une portion assez grande pour lui donner accès au sol. Ce dernier était meuble, humide et facile à travailler. Il subtilisa un bol à soupe à l'attention de ses gardiens et chaque nuit creusa la terre sous sa cellule, bol après bol. Il avait volé un bas d'uniforme dans la salle de douche et se servait des jambes nouées pour évacuer la terre, petit à petit, en la cachant sous son propre pantalon, à nouveau devenu trop grand pour lui. Il savait que la distance entre sa cellule et le premier mur d'enceinte était de moins de 4 mètres et il atteint vite le bout de son tunnel. Le 31 mars, il vit le jour après une dernière bolée et décida de passer à l'action. Attendant la nuit et la baisse d'attention des gardiens, il plaça une nouvelle fois une boule de vêtements sous son futon pour donner l'impression qu'il y dormait. En levant puis replaçant la plaque de bois sciée, il se glissa dans son tunnel étroit, rampa, puis une fois dehors, disposa de la neige sur l'orifice. C'est de cette neige en abondance dont il profita pour franchir la dernière clôture qui le séparait de la liberté et de la vie. À 22 heures, il était à nouveau libre. C'est vers 2 heures du matin, lors de sa ronde, que le gardien s'aperçut du subterfuge, mais il était trop tard. À pied et dans la neige, Shiratori courait sans s'arrêter vers les neiges du Monte Ine. Il grimpa et s'enfonça dans la forêt toujours plus profondément, puis y trouvant un abri de fortune, une espèce de grotte aménagée, y passa sa première nuit et sa première journée. Sûr de n'avoir pas été suivi, étant donné le silence qui régnait en ces lieux, il se décida à organiser sa survie et, pourquoi pas, son confort. Il fut surpris de tomber sur un petit village de montagne qui abritait une station de ski pour les citadins aisés, soucieux de dépenser l'argent gagné pendant la guerre. Commerce, restaurant, hôtel, tout y était, et il se mit à rêver d'une nouvelle cavale dorée. À la nuit tombée, il se glissa dans un magasin généraliste, y prit des vêtements chauds, une hache, une bouilloire, divers accessoires, un briquet et un gros sac de riz. Puis il remonta vers son abri de fortune qu'il avait agrémenté en se confectionnant un mur de bois mort, empêchant le vent glacial de s'engouffrer. Il passa 1 mois dans cette grotte, partant chaque jour à la recherche d'un toit comme celui qu'il avait pu trouver lors de sa dernière cavale. Il finit par trouver un ancien refuge montagnard, visiblement abandonné depuis longtemps, mais avec une toiture en bon état, des murs pleins et une cheminée. Il y prit ses quartiers d'été et y vécut quelques mois dans un relatif confort, volant ce dont il avait besoin dans les restaurants et les magasins de la station de ski. Mais contrairement à son refuge de Nakasaro, il avait appris le nom du village lors de son procès, celui-ci comportait certains risques pour lui. Il était très près de la grande ville de Sapporo et à plusieurs reprises il avait entendu des voix de promeneurs et de skieurs hors piste très près de sa maisonnette. Alors au premier grand froid, vers octobre, il profita des abondantes chutes de neige, plus propices à se dissimuler, et après s'être équipé gratuitement pour le frima, reprit la route de son petit paradis perdu. Mais en cet hiver particulièrement rigoureux, les tempêtes de neige étaient plus terribles que jamais et au bout de 8 jours de marche, à bout de force et gelé, Shiratori se résigna à faire demi-tour et à rentrer à Teine. Il y passa 3 mois bloqué par les importantes chutes de poudreuse la plupart du temps, souvent affamé. Le 19 janvier, à bout de force et fatigué de se battre contre les éléments, il rassembla le courage qui lui restait et marcha jusqu'à la petite ville de Kotoni, en grande banlieue de Sapporo, le premier signe urbain de civilisation. Contrairement à ses habitudes, il marcha dans les rues, la tête haute, saluant les passants. Puis, arrivé à hauteur de 2 policiers qui surveillaient la circulation en fumant, il s'adressa à eux et leur demanda une cigarette. Alors qu'un des policiers la lui allumait, il lui dit simplement
Je suis Shiratori Yoshie, l'évadé de la prison de Sapporo et de 3 autres avant ça. Je suis fatigué. Je me rends. » Son histoire et celle de sa reddition firent le tour du pays et lui attirèrent la sympathie de l'opinion publique. Ses cris d'innocence et son amour de la liberté alertèrent certains écrivains et intellectuels de l'époque qui prirent fait et cause pour lui et lui payèrent un des meilleurs avocats du pays. Les enfants eux-mêmes avaient créé un escape game maison très populaire et qui s'appelait le jeu de Shiratori. Son dernier procès fut très différent des précédents et son avocat des plus brillants. Les plaidoiries exemplaires et la grande vague de sympathie populaire pour son cas valurent au roi de l'évasion une annulation de sa condamnation à mort et une révision de sa peine à 20 ans. À son âge, 41 ans, et s'il se conduisait bien, il pouvait espérer sortir avant d'être vieux et vivre quelques années de liberté au grand air. En juillet 1948, après sa promesse solennelle de ne plus chercher à s'évader, il fut transféré à la prison de sécurité minimale de Futchu à Tokyo pour y purger sa peine. Le directeur de la prison, M. Suzuki Aisaburo, prit peu à peu le prisonnier en sympathie et s'entretint souvent avec lui donnant même des cours de lecture et d'écriture et lui prêtant des livres. À partir de 1955, Shiratori s'occupa de la bibliothèque et l'on ne fermait même plus sa cellule la nuit tant tout le monde savait qu'il ne chercherait plus jamais à s'évader. Finalement, le juge des libertés, sollicité par le directeur Suzuki, libéra le roi de l'évasion sur parole en décembre 1961. À 54 ans, il était libre et ne devait plus rien à personne. Il fut accueilli à sa sortie de prison par une femme avec qui il avait correspondu quelques années et qui le soutenait dans ses efforts à devenir un homme meilleur. Ils partirent s'installer à Hokkaido, près d'Aomori, là où il avait grandi et où il savait vivre sa fille. Pendant des années, il ira la voir à la sortie de son travail, l'observant du trottoir d'en face sans jamais oser aller lui parler, craignant qu'elle ne rejette ce père criminel. Lors des dernières années de sa vie, il reçut la visite de certains écrivains qu'il avait soutenus lors de son procès, dont Yoshimura Akira, qui publiera en 1988 le roman Hagoku, basé sur leurs échanges et la vie du roi de la Belle. Shiratori mourra d'une crise cardiaque le 24 février 1979 à l'âge de 71 ans. Ses cendres reposent au cimetière d'Aomori, à côté de celle qui fut sa dernière compagne. Voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu et appris quelque chose sur ce pays qui, quoi qu'il en soit, reste le mien. N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas déjà fait, d'activer la petite cloche pour être mis au courant des sorties. Vous pouvez soutenir la chaîne sur Tipeee et sur Utip à hauteur de vos envies et de vos moyens, mais également rejoindre l'unité Satsujin, l'espace membre VIP. Mon dernier livre est toujours en vente et vous pouvez d'ailleurs vous en procurer une version dédicacée en me contactant sur Twitter ou Instagram. D'ailleurs, n'oubliez pas de me rejoindre sur les réseaux sociaux. Vous pouvez visiter la boutique Spreadshirt dans laquelle chaque mois je mets de nouveaux designs et en attendant, je retourne au travail. Matane.